Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Hier, j'étais au bal chez Madame la Vicomtesse de Beauséant, une cousine à moi, qui possède une maison magnifique, des appartements habillés de soie, enfin qui nous a donné une fête superbe, où je me suis amusé comme un roi. Telez, dit Vautrin, en interrompant Net. Monsieur, reprit vivement Eugène, que voulez-vous dire? Je dis telez, parce que les rois telés s'amusent beaucoup plus que les rois. C'est vrai, j'aimerais mieux être ce petit oiseau sans souci que roi, parce que, fit Poiret, l'idée mixte. Enfin, reprit l'étudiant en lui coupant la parole, je danse avec une des plus belles femmes du bal, une comtesse ravissante, la plus délicieuse créature que j'ai jamais vue. Elle était coiffée avec des fleurs de pêcher, elle avait au côté le plus beau bouquet de fleurs, des fleurs naturelles qui embaumaient. Mais, bah, il faudrait que vous l'eussiez vue. Il est impossible de peindre une femme animée par la danse. Eh bien, ce matin, j'ai rencontré cette divine comtesse, sur les 9 heures, à pied, rue des Grès. Oh, le cœur m'a battu. Je me figurais. Qu'elle venait ici, dit Vautrin en jetant un regard profond à l'étudiant. Elle allait sans doute chez le papa Gobseck, un usurier. Si jamais vous fouillez des cœurs de femmes à Paris, vous y trouverez l'usurier avant l'amant. Votre comtesse se nomme Anastasie de Restaud et demeure rue du Helder. À ce nom, l'étudiant regarda fixement Vautrin. Le père Goriot leva brusquement la tête. Il jeta sur les deux interlocuteurs un regard lumineux et plein d'inquiétude, qui surprit les pensionnaires. Christophe arrivera trop tard, elle y sera donc allée, s'écria douloureusement Goriot. J'ai deviné, dit Vautrin, en se penchant à l'oreille de madame Vauquer. Goriot mangeait machinalement et sans savoir ce qu'il mangeait. Jamais il n'avait semblé plus stupide et plus absorbé qu'il l'était en ce moment. Qui diable, monsieur Vautrin, a pu vous dire son nom demanda Eugène. Ah ah, voilà, répondit Vautrin. Le père Goriot le savait bien, lui. Pourquoi ne le saurais-je pas? Monsieur Goriot, s'écria l'étudiant. Quoi, dit le pauvre vieillard. Elle était donc bien belle hier. Qui? Madame de Restaud. Voyez-vous le vieux Grigou, dit madame Vauquer à Vautrin, comme ses yeux s'allument. Il l'entretiendrait donc? Dit à voix basse mademoiselle Michonneau à l'étudiant. Oh oui, elle était furieusement belle, reprit Eugène, que le père Goriot regardait avidement. Si madame de Beauséant n'avait pas été là, ma divine comtesse eût été la reine du bal. Les jeunes gens n'avaient Dieu que pour elle. J'étais le 12e inscrit sur sa liste. Elle dansait toutes les contredanses, les autres femmes enragées. Si une créature a été heureuse hier, c'était bien elle. On a bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus beau que frégate à la voile, cheval au galop et femme qui danse. Hier en haut de la roue, chez une duchesse, dit Vautrin. Ce matin en bas de l'échelle, chez un escompteur. Voilà les Parisiennes. Si leurs maris ne peuvent entretenir leur luxe effréné, elles se vendent. Si elles ne savent pas se vendre, elles éventreraient leur mère pour y chercher de quoi briller. Enfin, elles font les 100 000 coups. Connues. Le visage du père Goriot, qui s'était allumé comme le soleil d'un beau jour en entendant l'étudiant, devint sombre à cette cruelle observation de Vautrin. Eh bien, dit madame Vauquer, où donc est votre aventure? Lui avez-vous parlé? Lui avez-vous demandé si elle venait apprendre le droit? Elle ne m'a pas vu, dit Eugène, mais rencontré une des plus jolies femmes de Paris, rue des Grès, à 9 heures, une femme qui a dû rentrer du bal à 2 heures du matin. N'est-ce pas singulier? Il n'y a que Paris pour ces aventures-là. Bah, il y en a de bien plus drôles, s'écria Vautrin. Mademoiselle Taillefer avait à peine écouté, tant elle était préoccupée par la tentative qu'elle allait faire. Madame Couture lui fit signe de se lever pour aller s'habiller. Quand les deux dames sortirent, le père Goriot les imita. Eh bien, l'avez-vous vu, dit madame Vauquer à Vautrin et à ses autres pensionnaires. Il est clair qu'il est ruiné pour ces femmes-là.
Jamais on ne me fera croire, s'écria l'étudiant, que la belle comtesse de Restaud appartienne au père Goriot. Mais, lui dit Vautrin en l'interrompant, nous ne tenons pas à vous le faire croire. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris. Vous saurez plus tard qu'il s'y rencontre ce que nous nommons des hommes à passion. À ces mots, mademoiselle Michonneau regarda Vautrin d'un air intelligent. Vous eussiez dit un cheval de régiment entendant le son de la trompette. Ah ah, fit Vautrin, en s'interrompant pour lui jeter un regard profond. Que nous n'avons nos petites passions, nous. La vieille fille baissa les yeux comme une religieuse qui voit des statues. Eh bien, reprit-il, ces gens-là chaussent une idée et n'en démordent pas. Ils n'ont soif que d'une certaine eau prise à une certaine fontaine, et souvent croupie. Pour en boire, ils vendraient leurs femmes, leurs enfants, ils vendraient leur âme au diable. Pour les uns, cette fontaine est le jeu, la bourse, une collection de tableaux ou d'insectes, la musique. Pour d'autres, c'est une femme qui sait leur cuisiner des friandises. À cela, vous offririez toutes les femmes de la terre. Ils s'en moquent. Ils ne veulent que celle qui satisfait leur passion. Souvent, cette femme ne les aime pas du tout. Vous les rudoie. Leur vend fort cher des bribes de satisfaction. Eh bien, mes farceurs ne se lassent pas et mettraient leur dernière couverture au mont de piété pour lui apporter leur dernier écu. Le père Goriot est l'un de ces gens-là. La comtesse l'exploite parce qu'il est discret. Et voilà le beau monde. Le pauvre bonhomme ne pense qu'à elle. Hors de sa passion, vous le voyez, c'est une bête brute. Mettez-le sur ce chapitre-là. Son visage étincelle comme un diamant. Il n'est pas difficile de deviner ce secret-là. Il a porté ce matin du vermeil à la fonte, et je l'ai vu entrant chez le papa Gobseck, rue des Grès. Suivez bien. En revenant, il a envoyé chez la comtesse de Restaud ce niais de Christophe, qui nous a montré l'adresse de la lettre dans laquelle était un billet acquitté. Il est clair que si la comtesse allait aussi chez le vieil escompteur, il y avait urgence. Le père Goriot a galamment financé pour elle. Il ne faut pas coudre deux idées pour voir clair là-dedans. Cela vous prouve, mon jeune étudiant, que pendant que votre comtesse riait, dansait, faisait ses singeries, balançait ses fleurs de pêcher et pinçait sa robe, elle était dans ses petits souliers, comme on dit, en pensant à ses lettres de change protestées ou à celles de son amant. Vous me donnez une furieuse envie de savoir la vérité. J'irai demain chez madame de Restaud, s'écria Eugène. Oui, dit Poiret, il faut aller demain chez madame de Restaud. Vous y trouverez peut-être le bonhomme Goriot qui viendra toucher le montant de ses galanteries. Mais, dit Eugène avec un air de dégoût, votre Paris est donc un bourbier? Et un drôle de bourbier, reprit Vautrin. Ceux qui s'y crottent en voiture sont d'honnêtes gens, ceux qui s'y crottent à pied sont des fripons. Ayez le malheur d'y décrocher n'importe quoi, vous êtes montré sur la place du palais de justice comme une curiosité. Volez 1 million, vous êtes marqué dans les salons comme une vertu. Vous payez 30 millions à la gendarmerie et à la justice pour maintenir cette morale-là. Joli. Comment, s'écria madame Vauquet, le père Goriot aurait fondu son déjeuner de vermeil? N'y avait-il pas 2 tourterelles sur le couvercle, dit Eugène? C'est bien cela. Il y tenait donc beaucoup. Il a pleuré quand il a eu pétri l'écuelle et le plat. Je l'ai vu par hasard, dit Eugène. Il y tenait comme à sa vie, répondit la veuve. Voyez-vous le bonhomme combien il est passionné, s'écria Vautrin. Cette femme-là sait lui chatouiller l'âme. L'étudiant remonta chez lui. Vautrin sortit. Quelques instants après, madame Couture et Victorine montèrent dans un fiacre que Sylvie alla leur chercher. Poiret offrit son bras à mademoiselle Michonneau, et tous deux allèrent se promener au jardin des plantes, pendant les 2 belles heures de la journée. Eh bien, les voilà donc quasiment mariés, dit la grosse Sylvie. Ils sortent ensemble aujourd'hui pour la première fois. Ils sont tous deux si secs que s'ils se cognent, ils feront feu comme un briquet. Gare au châle de mademoiselle Michonneau, dit en riant madame Vauquet. Il prendra comme de l'amadou. À 4 heures du soir, quand Goriot rentra,
il vit à la lueur de 2 lampes fumeuses Victorine dont les yeux étaient rouges. Madame Vauquer écoutait le récit de la visite infructueuse faite à monsieur Taillefer pendant la matinée. Ennuyé de recevoir sa fille et cette vieille femme, Taillefer les avait laissés parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer avec elle. Ma chère dame, disait madame Couture à madame Vauquer, figurez-vous qu'il n'a même pas fait asseoir Victorine, qui est restée constamment debout. À moi, il m'a dit, sans se mettre en colère, tout froidement, de nous épargner la peine de venir chez lui, que mademoiselle, sans dire sa fille, se nuisait dans son esprit en l'importunant, 1 fois par an, le monstre. Que la mère de Victorine ayant été épousée sans fortune, elle n'avait rien à prétendre. Enfin, les choses les plus dures qui ont fait fondre en larmes cette pauvre petite. La petite s'est jetée alors aux pieds de son père et lui a dit avec courage qu'elle n'insistait autant que pour sa mère, qu'elle obéirait à ses volontés sans murmure, mais qu'elle le suppliait de lire le testament de la pauvre défunte. Elle a pris la lettre et la lui a présentée en disant les plus belles choses du monde et les mieux senties. Je ne sais pas où elle les a prises. Dieu les lui dictait, car la pauvre enfant était si bien inspirée qu'en l'entendant, moi je pleurais comme une bête. Savez-vous ce que faisait cette horreur d'homme? Il se coupait les ongles. Il a pris cette lettre que la pauvre madame Taillefer avait trempée de larmes et l'a jetée sur la cheminée en disant « C'est bon ». Il a voulu relever sa fille, qui lui prenait les mains pour les lui baiser, mais il les a retirées. Est-ce pas une scélératesse? Son grand dadais de fils est entré sans saluer sa sœur. C'est donc des monstres, dit le père Goriot. Et puis, dit madame Couture sans faire attention à l'exclamation du bonhomme, le père et le fils s'en sont allés en me saluant et me priant de les excuser, car ils avaient des affaires pressantes. Voilà notre visite. Au moins il a vu sa fille. Je ne sais pas comment il peut la renier. Elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau.